Ok, bon, bah merci à tout le monde déjà d'être dans le coin. Le but de ce petit stream, c'est de faire un petit peu de live coding ensemble et d'essayer en assez peu de temps, là on va se donner 1 heure et demie, quelque chose comme ça, 1 heure et demie, d'avoir un projet full stack déployé sur le cloud avec plusieurs environnements de prod, une CI/CD fonctionnelle, de l'authentification, du real-time, enfin un petit peu de tout ce qu'on veut. Voilà, ça c'est un peu la petite to-do de tous les tutos que vous pouvez trouver, sauf que là, l'idée c'est vraiment d'aller un peu le step d'après et de vraiment faire la chaîne complète. Euh, ok, donc pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire, on va peut-être commencer simplement par définir ce qu'on va essayer de faire. Donc ça c'est celle que j'ai déjà fait, hein, vous vous doutez que c'est du live coding, mais j'ai quand même testé, j'ai quand même eu un petit backup. Donc l'idée c'est de se faire un petit Kanban collaboratif. Donc n'importe qui va pouvoir sign in, se créer un compte sur ce petit Kanban, ajouter des tasks qui seront en to-do et chaque personne pourra bouger ses propres tasks qui bougeront entre les différentes catégories euh, au fur et à mesure de la vie de la tâche. Tout ça sera update en real time sur toutes les personnes connectées. Et voilà, finalement, il y aura un petit compteur d'user. On pourra après, plus tard, peut-être rajouter le changement d'assigné ou changer le texte. Pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de rester sur quelque chose d'assez simple. Je peux bouger les tâches qui sont assignées à moi. Je peux les bouger dans toutes les directions. Je peux les supprimer. J'ai mon petit toaster qui me dit que c'est fait. Et je peux faire mon petit sign out. Si j'ai envie de créer mon compte, je me crée mon compte. Et voilà. Donc voilà. On a 2 environnements, un de dev, un de prod, comme je l'ai dit, et voilà, donc on a pas mal de boulot, comme vous vous en doutez, pour essayer de mettre tout ça en place en l'espace ouais, d'1 heure, 1 heure et demie. Euh, Au niveau de la stack, pour tout vous préciser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une stack, donc là c'était juste un petit peu les différents prérequis qu'on voulait au niveau du métier. Ça, c'est l'architecture qu'on va viser. Donc, c'est ce qui va être déployé donc, sur AWS grâce à cet outil qu'on va découvrir ensemble qui est Amplify, qui permet à la fois donc grâce à CloudFront de servir tout ce qui va être statique et votre site de façon générale, Cognito qui va gérer la partie authentification, App5 qui va nous exposer une API GraphQL et DynamoDB qui sera derrière et qui sera la data source pour App5 et qui nous servira nos informations. Tout ça protégé par Cognito, et évidemment, le fait de se loguer permettra de faire des vérifications au niveau de App5. Et oui, et oui, oui, oui. Hop, désolé, hop là, beaucoup mieux, non? Si, si, ouais, c'est bon, ça devrait être mieux, non? Et non. Ah oui, alors j'ai changé sur le streaming sur OBS pour le coup. Ah oui, c'est ça. Ok, on est bon. Ok, donc du coup, en fait, depuis tout à l'heure, hop, vous n'avez pas vu cette magnifique app qu'on essayait de viser, donc qui est celle-ci. Ben, merci à vous. Sinon, ça aurait été beaucoup moins intéressant finalement de voir ma tronche toute la soirée en vous dire que ça marchait plutôt bien. Donc, juste, je vous refais la petite démo. On a nos petites tâches qu'on peut switcher à gauche, à droite, qu'on peut supprimer, et on a la partie de login, create account, login, toute la partie qui est intégrée. Bon, je reviens pas dessus. Donc, pour revenir là-dessus, au niveau de l'architecture, donc CloudFront, Cognito, euh, App5 avec GraphQL, qui a comme data source DynamoDB, euh, Cognito qui va permettre de protéger App5,
Et on va aussi avoir un petit trigger sur Cognito qui, à la création d'un nouvel utilisateur, ira nous créer un utilisateur dans notre base de données DynamoDB, en passant par notre API GraphQL, ce qui permettra là aussi de rester en real-time. Si on aurait pu aussi demander à Lambda d'aller taper directement sur DynamoDB, mais dans ce cas on n'aurait pas eu l'update parce que en fait la partie temps réel en fait est gérée par Rap5. Au niveau de la stack, donc en front, on va faire du React, TypeScript, on va mettre quelques petits hooks et du contexte, ça restera assez simple. Pour tout ce qui est CSS, on va utiliser du Tailwind, on va bootstrapper tout ça avec du Vite. J'irai pas forcément dans le détail de comment React marche, Tailwind marche ou Vite marche, on va faire les étapes ensemble, mais après je vous promets pas d'être hyper de vraiment tout détailler, ça n'a pas forcément de sens. Et voilà. Au niveau du back, donc comme j'ai dit, AWS Amplify, Tag GraphQL, Realtime, des environnements, du déploiement automatique, on fera du GitHub pour tout ce qui va être pour héberger tout ce petit monde. Et voilà. Si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir maintenant commencer alors pas à coder, je vais quand même vous présenter en 2 minutes la tool rapidement. Donc, Amplify, qu'est-ce que c'est? Amplify, c'est un service d'AWS qui est un peu l'équivalent, si ça parle à plus de monde, de Firebase. C'est un peu le Firebase d'AWS. Dans le sens où c'est un outil qui va vous permettre de déployer des backends très rapidement et va vous donner toute une série d'outils côté front. Pour accéder à tout ça et simplement gagner beaucoup de temps. Maintenant, il y a quand même une différence qui est majeure avec Firebase, et c'est pour ça que moi c'est un outil que j'aime beaucoup et que j'utilise d'un point de vue pro, alors que Firebase j'ai un peu de mal à le mettre en place pour des projets pro. C'est qu'en fait, Amplify, c'est un outil en ligne de commande. Ça va être un client sur votre ordi qui va en fait vous permettre, vous aider en fait de définir l'architecture back-end de votre projet. Dans le sens où ça va vraiment, en infrastructure as code, définir l'intégralité de votre back-end. Et ça a un énorme avantage, c'est que derrière c'est répétable. C'est-à-dire que si vous voulez déployer un nouvel environnement, parce que vous voulez mettre un environnement de prod, un environnement de dev, un environnement de staging ou n'importe quoi, ou même un environnement individuel pour chaque feature que vous êtes en train de tirer, et bien en fait c'est très simple parce que l'intégralité de l'architecture de votre back-end, en fait il est défini directement dans votre code base. Et ça c'est quelque chose que Firebase fait un peu, mais pas très bien. Et surtout, il faut déployer des nouveaux projets et après essayer de faire un petit peu de branchement à droite à gauche pour qu'on puisse déployer sur tel projet ou tel projet. Mais il y a souvent des petites configurations manuelles à faire sur le projet qui font qu'en fait, c'est pas tant automatisé. L'autre avantage, c'est que en fait, Amplify va définir ses templates CloudFormation, oui, donc d'infrastructure as code dans votre projet, avec un certain nombre de paramètres par défaut qui du coup marchent bien, qui marchent plutôt bien, mais rien ne vous empêche à aucun moment de changer ça. C'est-à-dire que ce que vous utilisez, c'est pas une version appauvrie de DynamoDB ou de Cognito, c'est DynamoDB et Cognito. Contrairement à Firebase qui est une surcouche où vous allez avoir un set réduit de fonctionnalités de services GCP qui se trouvent derrière. Et vous n'allez pas pouvoir tout faire ce que vous pouvez faire sur GCP, vous n'allez pas pouvoir le faire à travers Firebase. Là, c'est pas le cas parce que ce que vous avez derrière, encore une fois, c'est les services AWS. C'est vraiment les vrais services AWS qui sont simplement setés par défaut dans un infrastructure as code sur votre codebase. Alors, il y a donc plusieurs. Donc ça, ce que je viens de vous décrire, c'est principalement la partie Amplify Client, donc celle que vous allez avoir sur, enfin CLI, ce que vous allez avoir
sur votre ordi, la partie librairie, ce qui vous permet d'ajouter et d'utiliser depuis votre front tous les services qui sont ajoutés. La partie hosting qui va vous permettre de déployer très facilement et de le rendre visible sur Internet tout simplement rapidement ce que vous avez fait, et en plus intégrer la CI/CD, donc vous allez pouvoir le brancher à votre GitHub, et du coup que à chaque push sur telle ou telle branche, il y a un déploiement automatique qui soit fait. Il y a une quatrième partie dont on va pas beaucoup parler ce soir parce que je la maîtrise pas vraiment, tout simplement, il n'y a pas d'autres explications, c'est surtout que je la maîtrise pas beaucoup, qui est Amplify Studio, qui est un peu une version low-code, no-code en fait de Amplify, qui va vous permettre de manager votre data directement depuis l'interface AWS, de voir vos tables, de les manipuler. Et ils viennent de sortir en plus, enfin ils viennent de sortir il y a quelques mois, quelque chose qui paraît très intéressant, mais que j'ai pas encore eu le temps de tester, mais peut-être pour une prochaine fois. C'est la possibilité en fait de créer vos UI pardon, sur Figma, de les importer dans Amplify et après de les brancher directement avec votre DB. Donc de créer en fait une bibliothèque de composants Figma que vous pouvez importer derrière sur votre projet React. En fait, ça va créer des composants React et derrière, vous pouvez les importer comme n'importe quel autre composant en fait sur votre projet et les intégrer dans votre flow avec tout le branchement. Donc la promesse est cool, ça a l'air vraiment très sympa, mais du coup, on le testera pas ce soir, désolé. On a déjà beaucoup de choses à couvrir. Et je crois que c'est tout pour la présentation. Je crois que c'est tout pour la présentation. Maintenant, on va gentiment se mettre à coder. On va se mettre à coder, donc quand on veut coder, première chose à faire, ça va être de nous démarrer un projet, tout simplement. Pour faire ça, donc comme on a dit, on va utiliser Vite. Donc yarn create Vite. Hop. Là, project name, on va l'appeler guild Amplify live par exemple. Package name pareil. Là, nous on va faire du React en TypeScript. On va dans le dossier, on se fait un petit yarn. On se fait un petit yarn, ce serait mieux que ça soit plus rapide. Bon, en parallèle, on va tranquillement s'ouvrir. Hop, alors vous voyez pas, je suis juste dans une autre fenêtre pour m'ouvrir le VS Code, sauf que je sais plus où je l'ai mis. Alors, comment ça ma connexion? Bon, ok. Hop. Et c'est parti. Donc là, on vient de se créer notre petit projet. Hop. On vient de se créer tout ça. Donc là, on est content. On va s'ouvrir un petit terminal. Je vais pas aller dans le détail de ce qu'on vient de faire ici. On va peut-être quand même se l'ouvrir histoire que vous voyez où on en est. Hop. Donc voilà, rien de passionnant actuellement. On va se le laisser dans le coin. Et on va s'initialiser, on va commencer par s'initialiser un petit git classique. On va se faire ça avec un git init. Et derrière, on va aller sur... Alors, on va fermer celle-là de fenêtre. J'en ai pas besoin de deux. Hop, donc j'avais déjà préparé le coup. Hop, donc on se crée simplement sur notre GitHub notre projet. Pour l'instant, il est en private, mais à vrai dire, il n'y aura rien de bien méchant là-dedans. Ok. On va se rajouter tout ça dedans. On va l'appeler
on va l'appeler comment? On va pas l'appeler comme ça, nous on va l'appeler prod, notre branche de base. Et ensuite ça, putain, je vais m'en sortir. Ok. Donc maintenant on est bon, on a notre projet qui est normalement setupé. Il se recharge un jour, mais normalement c'est bon. Ok. Ok, c'est bon. On est bon. Donc on a un guide qui est setupé. Parfait. Maintenant, ce qu'on va se faire, on va créer déjà notre branche de dev. Donc git checkout-b pour se checkout directement sur notre nouvelle branche dev. Ok, donc là on y est, c'est parfait. Et on va initialiser Tailwind maintenant. Donc pour initialiser Tailwind, alors pour ceux qui connaissent pas, Tailwind c'est un préprocesseur, c'est ouais, alors comment le décrire? Comment ils se décrivent? Ça permet d'avoir en fait des classes qui vont permettre de générer du CSS, et l'intérêt c'est surtout que c'est un préprocesseur, c'est-à-dire qu'il va passer à travers votre code, voir les classes qui sont utilisées et générer un CSS minimal par rapport à ça. Donc c'est assez puissant, ça permet de faire des choses assez vite, très custom aussi, et du coup c'est super bien. Hop, donc on est parti avec ça. Donc j'ajoute Tailwind post CSS et autopréfixeur. On n'oublie pas le "-d parce que justement c'est un préprocesseur CSS, donc il n'y a absolument pas besoin de le balancer chez le client. Donc ça, on fait comme ça. Ensuite, on l'initialise avec npx tailwind init-p. Je vais un peu vite là-dessus parce que c'est pas forcément super intéressant. Tout ça est dans la doc hein, en plus, donc vraiment pas de piège. Et simplement là, il faut rajouter ce qu'on target à ce niveau-là. Et donc là, nous, c'est en gros toutes les files qui soient en JS, JSX, TS, TSX. Tant qu'on y est, on va continuer à s'ajouter un petit peu des petites librairies sympas dont on aura besoin plus tard. Donc une qui marche bien avec Tailwind, c'est Hero Icons, qui permet simplement une librairie d'icônes hein, qui nous permettra juste de les appeler en tant que composants. Donc ça nous fera gagner un petit peu de temps. Comme on a utilisé quelques dates, on va utiliser datefns pour simplement faire un peu de formatting, et React Toastify pour gérer les toasts. Facile. Et ensuite, enfin, il nous manque encore une petite chose qui est Amplify. Donc ça, c'est vraiment celle qui va nous permettre d'avoir toutes les librairies JS en fait pour atteindre nos services. Mais j'ai aussi ajouté au passage, ça arrive un petit peu vite, j'ai aussi ajouté au passage Amplify UI React. Et alors ça, c'est pour le coup vraiment des composants React faits pour Amplify. Et typiquement, là, nous, il va nous servir qu'à un seul endroit. Ça va être pour l'authentification. Ce que je vous avais montré comme authentification tout à l'heure, ici. Ça, c'est pas un design que j'ai fait. Ça, j'ai juste à dire utilise l'authentification Amplify, et il se débrouille, et du coup, j'ai rien à faire, et ça, c'est bien. Il va gérer l'intégralité de mes mots de passe. Donc, on l'ajoute aussi ça parce qu'elle est bien pratique. Ensuite, il y a deux trois petites configs à faire pour que ça marche bien. Package transition, on vire le type module. Et dans il faut qu'on fasse quoi d'autre? Il fallait virer le type module. Et c'est dans la config vite. Alors ça, je vous explique pas forcément pourquoi, parce que honnêtement, je sais pas non plus complètement, j'ai pas vraiment compris pourquoi il y avait besoin de faire ces petites manips. C'est juste de la configuration pour qu'il trouve tous ces petits au moment du build en fait sur le côté Amplify. Normalement, une fois qu'on a fait ça, on est bon. Hop, config. On va se mettre ça à true aussi. Et normalement là on est bon. Ok.
Donc, si je retourne gentiment, ok, si je l'ouvre pas 15 fois, c'est mieux. Ok, donc on a ça. On a ça. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est cleaner un petit peu notre projet. Cleaner un petit peu notre projet, c'est-à-dire tout ça, je vais garder, ça, je vais pas garder. Ah oui, j'ai oublié de faire un petit truc de configuration pour Tailwind. C'est que il faut importer Tailwind comme ça. Voilà. Donc là, c'est normal que c'est tout moche vu que je viens de virer tous les styles. Et ça n'a pas fini d'être moche parce que je vais aussi virer tout ça. Hop, on n'a plus besoin de lui. On n'a même plus besoin de celui-là non plus. On n'a plus besoin de classe. Alors, si on va garder la classe pour tester. Ok, hop, on se vire le CSS qui nous sert plus à rien et on se vire les assets qui nous servent plus à rien. Ok, avec ça, on est pas mal et on va juste essayer de mettre le texte en red histoire de voir si ce que je fais ça marche. Donc là, il détecte bien le Tailwind, donc tout est bien setupé, on peut avancer. La façon dont on va travailler ce soir, ça va être qu'on va vraiment essayer de mettre la plus grosse partie, en tout cas du back-end, en place d'un seul coup. Et ensuite, on va travailler un petit peu l'UX. Tout simplement, c'est pas forcément comme ça que je le ferai en temps normal, c'est simplement que le déploiement prend un petit peu de temps. C'est pas forcément super long, mais ça prend un peu de temps. Donc autant en faire le moins possible, donc autant déployer tout d'un coup et après travailler par-dessus tranquillement. Donc, alors je vais aller voir un petit peu si vous avez des questions ou des trucs comme ça. C'est au cas où tu me lances ton page sur ça. Okay. Bon, très bien. Vous n'avez pas l'air d'avoir plus de questions que ça. Ça me va. Ça, je vous laisse papoter sur le chat. Je vais me concentrer de mon côté. Ok, donc on est bon. Maintenant, on va partir donc simplement en Amplify Init pour initialiser un projet sur Amplify. Donc le nom de notre projet, ça me va. Est-ce que je suis content avec ce setup? Non, je suis pas content avec ce setup. Pourquoi? Parce qu'il m'a défini un distribution directory pass qui n'est pas bon. Parce que... Alors, excusez-moi, là ça spam dans tous les sens, c'est pas cool. On va fermer tout ça. Hop. Ok. Donc là je suis pas content parce que build, c'est pas mon directory de sortie. Si je lance un yarn build, il va me créer un dossier dist. Donc on va juste reprendre ça. Donc mon environnement c'est bien dev, je suis bien sur Visual Studio, JavaScript, React, source, et c'est là juste reprendre ça. Ok. Là c'est intéressant, c'est qu'il va me demander comment il se connecte à mon comment il se connecte en fait à mon compte AWS et comment du coup il s'en sort pour faire les modifications dont il a besoin. Donc soit on passe par une des access keys, soit on passe par des profils, quand on en a plusieurs. Donc moi j'ai plusieurs, donc sur mon ordinateur, j'ai paramétré pas mal de profils AWS. Et donc je peux le sélectionner, moi je vais prendre le main et démarrer ça. Donc là il est en train d'initialiser le projet de démarrer simplement le projet. Il fait rien de fou. Il crée un premier environnement. Et en parallèle, on peut du coup, pendant qu'il fait ça, même si ça pour le coup ça va pas prendre très longtemps, on peut peut-être commencer un petit peu à réfléchir au niveau de l'architecture de notre projet. Ce qu'on va faire au niveau du projet, donc là on va faire un petit peu du X pour commencer, et en parallèle de ça, on va utiliser un contexte. Ça sera le contexte qui va gérer, alors il me demande des petites choses, hop, c'est le contexte qui va gérer toute la partie forcément state de notre application, et il va avoir dans son state à la fois l'utilisateur connecté, donc on va garder que le username, c'est le seul truc qui nous intéressait là. Il va avoir la liste des utilisateurs qui existent sur cette application. Et il va avoir autre chose, il va avoir la liste des tâches. Il va récupérer l'intégralité des tâches et après le tri se fera côté front.
On aurait aussi pu mettre 3 listeners différents au niveau plutôt des colonnes, mais par souci de simplicité, ça me paraît pas non plus être forcément une énorme mauvaise pratique. On va plutôt faire aller au plus simple et avoir un seul endroit où on va gérer notre state avec toutes nos tâches. Euh, pour avoir ces informations-là, le contexte, il va appeler des hooks React qui vont gérer toute cette partie-là pour savoir comment on fait les appels. Et eux-mêmes vont faire appel à des services qui, eux, du coup, sont des services pure JS, qui est toujours une bonne idée, en général, de décorréler les services de la partie React, qui permettra, au cas où, si un jour on a envie de changer le framework front qu'on utilise, de simplement pouvoir garder les interactions avec le back qu'on a mis en place. Donc c'est parfait, il a fini. Il a fini, donc on va pouvoir continuer à setuper notre back. Ok, je switch de temps en temps sur Twitch, je vois ce que vous racontez, effectivement, c'est pas Jojo, hein. Ok, bon, bah j'enchaîne. De toute façon, ça sera pour les gens qui regarderont en replay. Euh, on va commencer par s'ajouter, un deuxième environnement. Alors si, je vais vous montrer quand même ce qui vient de se passer. Ce qui vient d'apparaître surtout, c'est un peu la partie la plus importante, c'est qu'il y a un nouveau dossier qui est apparu ici, qui est un dossier Amplify, qui est à la racine de mon projet. C'est là-dedans que l'intégralité de mon back-end en fait va être ajoutée. Aujourd'hui, j'ai rien à part un dossier types parce que j'ai pas encore rajouté quoi que ce soit. J'ai un autre fichier qui vient d'apparaître qui est le AWS export et c'est là-dedans que je vais avoir les informations à propos de mon back-office, donc à qui je dois me connecter concrètement. C'est un peu l'équivalent d'un Firebase config, encore une fois pour faire le parallèle avec Firebase. Tant que j'y suis, en fait, avant d'attaquer, on va faire une deuxième manip, c'est qu'on va directement créer notre environnement de prod. Donc pour faire ça, on va faire un amplify env add prod. Hop. Donc là, il me demande la même chose avec qui je le crée. Comme ça, on a les deux environnements pardon, qui sont disponibles ici. Touk. Et je vais vous montrer du coup maintenant sur AWS directement. Donc sur ma console AWS, maintenant je vois que ce qui a été... j'ai en fait mes environnements qui viennent d'être créés. Donc ça c'est la console Amplify, où je vais pouvoir avoir accès à mes environnements de back-end, mes environnements de hosting, qui pour l'instant sont pas là. Et voilà. Et effectivement, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va le faire depuis le front. Hop. Donc, pour vérifier un petit peu où on en est niveau environnement, on a une commande qui est env list. Voilà, parce que comme je viens de créer la prod, du coup, il m'a check-outé la prod. Ça m'arrange pas. Je préfère travailler tac, en checkout dev. Et comme ça, au moins, je sais que je suis en train de travailler sur mon bon environnement. Les deux environnements existent, mais après, à partir de là, normalement, j'ai plus à toucher ça. Maintenant, ce qu'on va pouvoir se faire, on va pouvoir créer notre Amplify, notre hosting. Donc, toujours pareil, c'est la commande add qui nous permet de faire plus ou moins tout ce qu'on veut sur Amplify. Et on va s'ajouter Amplify. Donc, il nous donne deux solutions, soit de faire un S3 et CloudFront pour vraiment gérer ça un petit peu à la mano. Mais Amplify, là pour le coup, nous aide pas mal et permet de faire l'intégration de la CI/CD. Donc il faut vraiment choisir le hosting avec Amplify si vous voulez vraiment faire l'intégration CI. Donc là, il me demande ce que je veux faire, Continuous Deployment, et là, concrètement, il me dit t'as qu'à aller le faire sur la console. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va dans Hosting. Je vais mettre ça un petit peu en plus grand, ça sera plus sympa. Donc, Hosting, il va me demander de select un repository. Là, ah oui, forcément, il les a pas. Alors attendez, ce qu'il faut que je fasse, simplement donner les autorisations. Il me demande donc les autorisations pour pouvoir travailler comme il faut.
Hop, je suis en train de le chercher. Et forcément, j'ai pas sélectionné le bon, donc ça peut pas marcher. Hop. Tac, tac. On lui rajoute Amplify, on l'a appelé comment? Guild Amplify, Live, et c'est celui-là. On enregistre. Et on va revenir là où on était. Hop. Hop là. Donc on reprend, maintenant qu'il a les droits, ça va mieux marcher. Dès qu'il aura réfléchi 2 minutes pour savoir que je lui ai donné les droits. Hop. Donc, la branche de notre repository, très bien. Donc là, on est en train de travailler pour la prod. La prod, on veut la brancher sur la prod a priori. On autorise la full stack CI/CD, ce qui va permettre de justement faire les pushes automatiques dès qu'on va pusher là-dessus. Là, ce qu'on a, c'est le script de déploiement concrètement qu'on peut overwriter. On peut pas l'overwriter, c'est un bug qu'ils ont là tout de suite malheureusement, parce que justement là pour l'instant il est pas bon. Il est pas bon parce que la base directory pour moi il est pas à la route, il est dans dist. Donc c'est pas grave, on va le changer plus tard. Save deploy. Donc là on est en train de déployer une prod. Donc on est en train de la déployer, il va se lancer dans une seconde. Tac, voilà. Donc là il nous lance les builds de prod. Donc tant qu'on y est, je vais changer ça de suite. Hop, ici, c'est dans dist qu'on veut travailler. Normalement c'est tout. On peut ajouter ce fichier-là directement dans notre code base, ça va marcher aussi. Là je le fais ici, c'est plus simple. On va connecter maintenant une nouvelle branche, parce qu'on a deux environnements. J'ai dit qu'on voulait à la fois la prod, mais aussi la dev. Et ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, j'ai oublié de push le remote de ma dev. Ok. Donc maintenant qu'elle y est, ça va mieux marcher. Donc là, il a détecté ma dev. On va le pousser sur dev. Et finalement, on fait la même chose. Et il m'a créé donc mon environnement de hosting pour dev, branché au backend de dev. Et là, il va me pousser tout ça tranquillement sur mes environnements. Ok. Donc maintenant qu'on a des environnements qui sont setupés, on va revenir ici. Hop. Donc là, il vient comme je viens de lui dire que j'avais fini de setuper mes environnements, en plus du coup, il a détecté les environnements que je venais de créer. Donc là, je sais que quand ça sera déployé, je pourrai aller sur ces adresses-là et ça sera ça sera mon site, quoi. Donc on peut avancer. Prochaine chose qu'on va faire avec Amplify, c'est qu'on va ajouter de l'authentification. Donc toujours pareil, add, et cette fois on ajoute auth. On peut faire plein de choses, ça peut devenir assez complexe, mais nous là ce qui va nous intéresser, ça va être vraiment une configuration par défaut. On n'a pas envie forcément d'ajouter les social providers, donc c'est si vous avez envie de pouvoir vous connecter avec Facebook, avec Google ou ce genre de choses. Là aujourd'hui on va rester vraiment au plus simple, on se connectera avec un username, et j'ai pas envie de voir les advanced settings. De toute façon on va y retourner tout à l'heure, vous allez voir pourquoi. Donc, ce qu'on voit maintenant ici, surtout dans mon backend, dans mon dossier Amplify, c'est que maintenant j'ai deux dossiers dans le backend, ce qui sont l'os et le hosting. Avec, hosting pas grand chose vu que c'est tout fait côté console. Par contre, dans mon os, j'ai maintenant notamment un template CloudFormation. Et c'est en fait c'est ce fichier-là qui définit l'intégralité de mon Cognito. Donc tout mon Cognito, là, c'est défini comment il va marcher. En fait, juste avec ce fichier-là, je peux redéployer en fait
à l'infini ce paramétrage. Là, qui est un paramétrage simple, mais on peut le complexifier et ça marchera tout aussi bien. Donc pour l'authentification, pas grand chose de plus à faire pour l'instant. Donc on va enchaîner, on va ajouter l'API, qui sera plus intéressante. Donc là, il va me demander qu'est-ce que je veux créer. Je veux créer une API GraphQL. Très bien. Est-ce que je suis content avec ça? Non, je suis pas content avec ça. Donc le nom, ça me va. En revanche, là où je suis moins content, c'est le mode d'autorisation. Il veut faire ça par API Key. Moi, j'ai mis en place un Cognito. C'est pas pour rien, je préférerais du coup passer plutôt par du Cognito User Pool, ce qui me permettra dans mon API, dans mon schéma en fait, de définir les autorisations spécifiques que j'ai envie d'appliquer. Donc je fais ça, pas de plus de host type, non j'en ai besoin qu'un seul, et cette fois on est bon. Là il me propose, alors hop, mieux si vous voyez un peu plus. Il me propose de 3 options pour démarrer. De toute façon, je vais tout supprimer, mais on va commencer avec un truc relationnel histoire de vous montrer un petit peu. Et on va l'éditer maintenant. Donc, toujours pareil, dans mon dossier Amplify backend, maintenant j'ai du coup un nouveau dossier qui s'appelle API. Et là-dedans, j'ai un fichier intéressant qui s'appelle schéma.graphql. Ce schéma-là, il va vous permettre de définir tout votre modèle de données en fait. Les autorisations que vous voulez appliquer à ce modèle de données en particulier. Vous pouvez faire du field level, vous pouvez faire du public, vous pouvez faire juste les personnes autorisées, vous pouvez faire du groupe, vous pouvez faire de juste l'honneur. Enfin, il y a plein de possibilités. Pour le coup, la doc est assez bien faite sur ce point-là. Donc je ne vais pas forcément m'attarder beaucoup plus là-dessus, on va juste faire celui qui nous intéresse, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la doc. Autre chose intéressante, c'est que on fait du DynamoDB, donc c'est du NoSQL, donc il va falloir réfléchir de façon très précise à ce que va être nos patterns en fait de request, pour savoir comment on va utiliser notre data, pour simplement créer les index comme il faut, et avoir des requêtes qui soient efficaces. Vous avez la possibilité aussi de créer des relations, ce qui n'est pas forcément instinctif dans une base de données justement sous forme de documents. Mais en gros, là, Amplify va vous permettre de simuler en fait des relations en créant simplement des clés vers d'autres modèles. Donc vous allez pouvoir créer du one-to-one, du one-to-many ou du many-to-many, ça supporte à peu près tout. Et derrière, dans vos requêtes GraphQL, ça sera possible du coup de requêter d'un seul coup en fait tout un arbre. Donc assez sympa. Ça, on enlève parce que c'est pour testing only et nous on veut aller en prod rapidement. Et du coup, maintenant il n'y a plus qu'à ajouter les nôtres. Donc en fait, je vais m'enlever tout ça. Nous, le premier qu'on veut créer, ça va être un modèle user. Ce modèle user, il va pas avoir grand chose à l'intérieur, ça sera simplement, il va simplement avoir le username. Il va simplement avoir un username qui sera un string et ce sera obligatoire. À quoi ça va me servir? C'est parce que en fait, moi j'ai envie dans mon application de pouvoir récupérer la liste des utilisateurs que n'importe qui en fait qui est connecté récupère la liste des utilisateurs de cette application. Ça, c'est pas possible avec Cognito parce que Cognito, son rôle, c'est de délivrer des tokens d'authentification. C'est pas de faire autre chose. Donc pour ça, je suis obligé de créer dans ma database un modèle user. Et ce modèle user, il sera en fait, on va le remplir grâce en fait au trigger dont on a parlé, grâce au trigger lambda dont on a parlé tout à l'heure. Okay, donc en fait, mon modèle, ça va être juste ça. Il va être très simple. Il va être très simple, il y a juste un décorateur en plus qu'il va falloir qu'on mette, qu'on n'oublie pas, ce qui va être primary key, parce que primary key, parce que par défaut, la clé primaire, d'ailleurs on va le mettre en type ID du coup, la clé primaire par défaut ça va être ID, et donc si je le précise pas, il va automatiquement me créer un champ ID. Moi, j'ai pas forcément envie de faire ça, je préfère avoir juste un seul champ, comme ça il me les classera automatiquement dans le bon ordre, et ça sera bien plus sympa.
Il me faut un deuxième type, donc du coup, le type task. Donc pareil, je mets le décorateur modèle pour prévenir Amplify. Alors là, c'est Copilot qui essaye de me faire des choses, mais en fait, c'est pas exactement ça que je veux faire, donc on va pas l'écouter. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux title string, ça il a raison. Ensuite, je veux savoir update at, qui sera, on va update time, non, on va le mettre en string, ça sera plus simple. Je veux un owner, donc ça sera la personne qui aura créé la task. Et ça va être aussi un string parce que ça sera simplement le username qui est aussi l'ID en fait dans ma base. Et donc ça me permettra simplement de l'avoir en direct sans avoir, si j'avais mis ici en fait un lien avec user, ça m'aurait obligé à faire une requête en plus pour aller récupérer le nom d'utilisateur, ce qui n'a pas vraiment de sens comme en réalité c'est la seule information qu'on a dedans. Donc autant le stocker immédiatement. Et ça me permettra de faire le lien si j'ai envie de faire le lien. Ensuite j'ai envie de connaître le statut. Statut, ça va être du coup, est-ce que je suis en started, to do ou done. Donc pour ça, Amplify il va pouvoir gérer les enums. Donc on va se définir ça en début de document. Un petit enum qui permet de faire tout ça. Et ensuite, je vous ai dit qu'il fallait être prêt à faire en fait à définir en fait nos requêtes. Mes tâches, moi j'ai envie de pouvoir requêter l'intégralité de mes tâches classées par ordre de date d'update. D'accord? Si je veux faire ça, je suis obligé de créer un nouvel index avec une clé primaire qui sera la même pour tout le monde, parce que ce sera mon champ de requête où je vais dire bah ça sera pareil pour tout le monde, et une clé de sort pour définir dans quel ordre en fait je veux les sortir. Donc pour faire ça, je crée en fait un nouveau champ active que en fait je vais toujours mettre à active, tout simplement. Et donc comme ça, toutes mes tâches seront en mode actif, et derrière je pourrai facilement trier sur ma sort key. Okay, donc là mon modèle il est bon. Je vais voir un petit peu ce qui se passe chez vous, mais... pourquoi les dates sous forme de string plutôt que des timestamps? Parce que je l'ai essayé sous forme de string et que en fait, le vrai problème, c'est que les datetime c'est un type qui n'est pas un type spécialement standard. Là, ce qui est marqué datetime, c'est un type AWS qui peut de temps en temps du coup poser un peu problème. Et en réalité, là, ce que je suis en train Ah, en number, parce que moi je les mets en ISO, tout simplement. C'est pas. Non, c'est. Oui, non. Je vois ta question. Non, c'est pas des timestamps. En général, je les stocke en ISO, donc je les mets plutôt sous forme de string. Mais ça marcherait pareil autrement, hein. Voilà. En ISO, tu as la time zone. Ouais. On va pas faire de time zone. On va pas aller. Là, je sens un débat qui démarre sur l'enfer des dates. On va le mettre de côté si vous voulez bien. Parce que celui-là, on le réglera pas ce soir. Euh, Et en plus de ça, moi, toute cette définition, en fait, elle va me servir aussi parce que derrière, je vais pouvoir auto-générer tous mes types tous mes types, en fait, pour les utiliser côté front. Et de toute façon, il n'y a pas de... Si, en fait, si, un type date... Ok, je m'égare. On va pas... Pour l'instant, c'est un string. Euh, Donc, Pierre, tu t'arrêtes. Hop, alors, ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va maintenant autoriser on va gérer nos autorisations. Parce que là, ce qu'on vient de faire là tout de suite, c'est on a défini notre schéma. Si on pousse ça comme ça va marcher. On aura un endpoint GraphQL sur lequel on va pouvoir faire nos requêtes, nos mutations, nos subscriptions, ça va être bien. En revanche, ce qui va être beaucoup moins bien, c'est que ça sera complètement open bar. Et ça, pas fan. Donc, il y a un autre décorateur qui nous permet de gérer ça, qui est simplement le décorateur os, qui lui va prendre un arrêt de règles, tout simplement.
une règle, comment ça va se définir? On va définir en fait qui on autorise avec allo. Et là, alors pareil, je vais pas détailler exactement tout parce que sinon ça peut devenir assez complexe les rôles. Mais en gros, moi ce dont j'ai besoin, pardon, ce que j'ai besoin de faire, j'ai besoin d'autoriser ma lambda d'aller écrire sur ce modèle. Donc en fait, j'ai besoin de créer une autorisation pour les utilisateurs qui sont authentifiés via IAM, parce que le lambda sera authentifié via l'IAM. Donc lui, il aura le droit à une authentification donc, avec un provider IAM. Et les opérations qu'on autorise, et ben on va toutes les autoriser parce que finalement, mon lambda, j'ai bien envie qu'il puisse faire ce qu'il veut. Ensuite, ce que j'ai envie de faire d'autre, c'est autoriser, non pas public comme à l'impression que je vais faire Copilot, parce que j'ai pas envie qu'on puisse accéder sans autorisation à ma liste d'utilisateurs. En revanche, j'ai besoin de définir des autorisations à partir des user pools. Donc ça va être mes utilisateurs connectés. Donc là, je cible mes utilisateurs connectés. Les utilisateurs connectés, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Eh bien, eux, ils vont pas pouvoir delete, ils vont pas pouvoir update, ils vont pas pouvoir create. Eux, ils vont uniquement pouvoir lire mes informations. Donc voilà. Là, mon modèle utilisateur, il est complètement protégé. Et donc là, j'ai plus de soucis. Donc je vais faire la même chose pour mon modèle task. Hop. Et, et là, il me manque un petit rules. Sinon, il n'est pas content. Voilà, là, normalement, on est bon. Et dans le modèle task, donc je rajoute, c'est un peu pareil. Ici, allo private provider user pool, j'autorise le read pour donc n'importe qui est connecté a le droit de lire mon objet task, enfin mes objets task. En revanche, uniquement le owner aura le droit de faire des modifications, de le créer, de le supprimer et de faire ce genre de choses. Comment il sait qui est le owner? Il sait parce que par défaut, le owner c'est celui qui est dans le field owner, simplement. On peut overwriter ça en disant owner field et dire owner field égale user si vous avez préféré mettre un champ user, mais par défaut ça va être owner. Donc là notre schéma GraphQL il est bon. On est bien. On est bien et maintenant on va pouvoir attaquer sur Lambda parce que si on regarde un petit peu ce qu'on vient de mettre en place déjà, on n'est pas si mal parce qu'on a déjà créé un CloudFront. On vient de créer notre API avec notre DynamoDB, c'est ce qu'on vient de faire avec le schéma GraphQL. On a créé notre Cognito, donc il ne nous reste plus que le lambda. Donc c'est ce qu'on va faire, on va créer ce petit lambda. Pour faire ça, c'est un lambda qui est basé sur un trigger Cognito. Donc en fait ce qu'il va falloir faire, c'est définir amplify update et mettre à jour en fait notre authentification pour définir ça. Donc là on va demander de traverser un petit peu notre paramétrage. Et dans ce paramétrage, on va passer la plupart des trucs, ça je veux pas. J'ai pas envie de définir de third party provider, j'ai pas envie de définir de user pool groups. On pourrait créer en fait, ça c'est un truc que j'ai pas dit qui est assez cool aussi, c'est qu'on peut autoriser des groupes. Donc si vous mettez allow group, vous pouvez donner un nom de groupe et donner des autorisations spécifiques à ce groupe. Autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'on peut gérer ça aussi par fields. Donc si vous avez envie que certaines informations, par exemple de la tâche, soient visibles uniquement par le owner, c'est aussi possible au niveau de la ligne qu'on veut protéger, de le faire. Et dans ce cas-là, la requête ne renverra que tous les autres fields sauf ceux qui sont protégés. Et donc ça c'est aussi assez cool. Ça permet d'avoir une granularité qui est quand même assez importante et ça c'est bien. Donc moi j'ai pas envie parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Est-ce que j'ai besoin d'une admin query API? C'est encore autre chose, ça nous intéresse pas aujourd'hui. Require per user mail, ça c'est bon. Ça c'est les définitions de ce qui va être envoyé pour envoyer le code de vérification. On va garder le password policy par défaut. Non. Non. Osflow, non.
Et est-ce qu'on veut, maintenant c'est celle-là qui nous intéresse, est-ce qu'on veut configurer des lambda trigger? La réponse est oui. Et celui qui va nous intéresser, ça va être le post-confirmation. Donc il y a tout plein en fait d'événements qui sont émis tout au long du cycle de vie en fait d'un utilisateur Cognito. Nous, celui qui va nous intéresser, c'est après la confirmation, donc c'est après qu'on confirme le compte. Donc c'est après qu'on valide le code qui va nous être envoyé alors il peut être envoyé par SMS, mais là il va être envoyé par mail. Donc moi c'est celle-ci qu'il me faut. Je veux créer le mien, parce que j'ai pas spécialement envie d'un truc par défaut. Hop, et voilà. Donc il vient de me créer ça. Donc encore une fois, ce qu'on peut voir, c'est que dans mon arborescence, dans mon Amplify backend, il m'a créé cette fois un nouveau dossier qui est functions, et dans lequel je vais avoir un dossier source qui en fait définit ma fonction. Où on voit qu'il y a un package transition, donc c'est vraiment quelque chose qui est séparé de mon projet, hein, il faut bien comprendre ça. Donc si j'ai besoin de certains packages pour cette fonction, il faut que je les installe de façon séparée. Euh, donc lui, Cognito Amplify a un défaut dont je suis pas spécialement fan, très sincèrement, parce qu'il fait un handler en fait qui va taper sur plein de modules à l'intérieur. Moi, ça m'intéresse pas spécialement, c'est assez simple ce qu'on veut faire, donc on va tout mettre dans le index directement. Tout ça, on n'en a pas besoin. Voilà, on va essayer de rester simple. Donc, maintenant que j'ai tout ça, donc j'ai mon index.js donc qui va être appelé quand mon utilisateur il sera confirmé. Bon, ça c'est cool. En revanche, ce qui est moins cool, c'est que là tout de suite, je sais pas en fait où aller taper. J'ai pas de variable d'environnement là tout de suite qui me dit ton endpoint GraphQL il est à cet endroit-là. J'ai pas envie de le faire manuellement en plus parce que bah, déjà ça serait dommage d'utiliser tout ça pour le faire manuellement. Et en plus, faut pas oublier que cette fonction elle doit marcher avec plusieurs environnements. Donc, pour faire ça, il faut que je demande en fait à Amplify de me générer une variable d'environnement que je puisse utiliser et qui me renverra cette information-là. Pour lui demander ça et ajouter en fait des rôles, parce que encore une fois, hein, je répète pas forcément à chaque fois, mais j'ai toujours en fait un template CloudFormation qui est créé pour chacun de mes services. Donc ici, en fait, je pourrais updater ça à la main pour donner des rôles supplémentaires, tu vois. Ici, c'est rôle IAM, voilà, et ça me définit un peu ce que j'ai le droit de faire. Là, pour l'instant, pas grand-chose, vu que je lui ai pas spécialement dit qu'il avait le droit de faire grand-chose. Mais je pourrais l'updater à la main, et avant qu'ils ajoutent cette fonctionnalité, ou maintenant on peut l'ajouter en ligne de commande, bah, c'est comme ça qu'on faisait. Nous, maintenant, c'est bien plus simple, on peut faire simplement un amplify update function. Normalement, il va me trouver uniquement la seule fonction qu'on a aujourd'hui. Et là, je peux modifier un certain nombre de trucs, donc je peux rajouter des layers lambda, pour ceux qui connaissent un petit peu Amplify, qui peut être quelque chose d'assez pratique. Et surtout, je peux ajouter des ressources, des accès aux ressources. Et donc ça, c'est ça qui m'intéresse. Là, il va me donner en fait la liste en fait, des ressources dans un projet Amplify qui peuvent exister. Et je vais définir en fait là où j'ai moi besoin d'aller taper. Donc c'est dans l'API. Et le seul truc que je vais avoir besoin de faire, ça va être des mutations, parce que je vais créer un utilisateur. Je vais pas avoir besoin de les query et encore moins de subscribe, parce que bah, a priori un lambda qui subscribe, c'est pas trop une bonne idée. Donc avec juste ça, on devrait s'en sortir. Ce qu'on voit, c'est qu'il m'update automatiquement, donc il a fait un petit peu tout ce qu'il fallait dans mon template pour avoir les autorisations. Si on va les voir d'ailleurs, normalement elles ont été ajoutées, ouais, tout a un peu changé, donc je sais pas exactement où c'est. Donc là il m'a rajouté des logs, allo, absent, GraphQL, voilà. Donc là il m'a rajouté en fait une policy IAM qui me permet en fait d'aller taper sur mes endpoints GraphQL. Il m'a aussi du coup, il me donne en information bah, le nom en fait des variables d'environnement que je vais pouvoir utiliser. Et en fait c'est à peu près tout. Donc là une fois que j'ai fait ça, je peux tac, je peux faire quoi? Une fois que j'ai fait ça, je peux faire mon code simplement pour cette fonction.
Alors, on va pas aller dans le détail parce que ça sera pas le plus intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, il faut surtout que j'aille dans cet environnement. Donc là, on a dit que c'était Amplify backend function. Il n'y en a qu'une seule et c'est dans source. Yes, j'ai bien mon petit package j'aime ici. Et là, je vais me rajouter Axios, AWS4 Axios, GraphQL Tag et GraphQL qui sont les librairies dont je vais avoir besoin pour faire mes requêtes. Donc je vais installer ça et en parallèle, je vais faire du gros copier-coller parce que clairement ça va pas être intéressant sinon. Donc j'importe mes librairies, je définis ce que ça va être ma query create user, donc qui va prendre en input mon username et qui va me renvoyer ces informations-là. Et ensuite, hop, on récupère ce code-là, on copie-paste comme un sale et on est bon. Et on est bon. Donc qu'est-ce que on va juste passer à travers rapidement. Qu'est-ce qu'on fait ici? On définit la variable donc par rapport en fait à mon event qui arrive. Donc ça, il suffit de regarder la doc AWS pour savoir en fait dans un trigger Cognito en post-confirmation qu'est-ce que j'ai dans mon event. Bah, il s'avère que j'ai mon username, donc ça tombe plutôt bien vu que c'est exactement ça qu'il me faut. Donc je crée ma variable d'input. Ensuite, je crée un interceptor, c'est pour pouvoir signer ma requête. Donc là, ça fait un peu de la magie, mais c'est pas forcément hyper intéressant. Je définis la région grâce à ma variable d'environnement qui a été générée par Amplify. Et ensuite, j'appelle simplement Axios avec donc cette requête signée. Je lui dis où est mon endpoint, post, ma query, mes variables. Je log si jamais ça part, ça se passe pas bien. Et on est bon. Ok, bon. Et bien, avec tout ça, et ben on est bon. Avec tout ça, on est bon. On a un back-end qui est complètement défini. Donc on va pouvoir finaliser tout ça. On va, pour vous montrer quand même un coup, on peut déployer en fait soit via la CI/CD classique, soit on peut aussi faire un Amplify push qui va en fait le déployer et on va le faire directement depuis notre environnement. C'est un poil plus rapide, donc on va le faire comme ça. Là, alors, hop, il me dit un petit peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon authentification a été créée, mon API a été créé et mes fonctions ont été créées. Voilà. C'est simple, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais, vu que c'est ça qui s'est passé. On y va, yes, et on va lui dire OK à pas mal de petites choses. Hop. Donc là, il me demande, donc là, il est en train de configurer mon code gen. Donc comme je disais tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse aussi en définissant tout ça au même endroit, c'est que je vais pouvoir avoir l'intégralité de mon type sur mon API qui va être autogénéré. Donc ben, il faut définir le code gen pour ça. Donc là il me le fait tout seul, je lui dis que je veux du TypeScript, il me dit où il va ranger tous ces types, les queries, les mutations, les subscriptions. Et voilà, donc là c'est simplement ça, par défaut dips c'est pas forcément intéressant, et voilà. Donc là il est parti, il va me créer tout ça. Et normalement on sera bon après. On peut enchaîner du coup. On peut enchaîner du coup avec notre appli. Parce que bon, pour l'instant on a un back-office qui est complet, certes, mais il est pas passionnant. Mais là c'est pas passionnant parce qu'on voit pas grand-chose. Alors on va essayer de faire ça assez rapidement parce que je vois que ça fait déjà une petite heure quand même qu'on est là-dessus. Donc je détaillerai pas, de toute façon le but du jeu ici c'était pas d'aller dans le détail sur du React ou du Tailwind, hein, donc c'est assez, on va aller assez vite. Euh, donc on va commencer par se créer quelques petits folders, un petit component, un petit components, un petit contexte. Hop, on va faire quoi d'autre? Euh, on va se faire des hooks, on va se faire des services. Et voilà, en termes de dossier, je pense qu'on sera bon. Car on les rajoutera. Et là, je vais rajouter
hop, une petite lib, enfin une lib, c'est pas vraiment une lib, simplement quelques composants purement UI, qui n'ont absolument pas, qui n'ont rien à voir avec Amplify, simplement deux trois petits, c'est un bouton qui est du coup stylisé avec le style que j'ai envie d'appliquer. Un petit loading circulaire, mais je crois qu'on n'aura peut-être pas, même pas le temps de l'utiliser. Un dialogue et un input. Donc ça c'est juste mes petits composants stylisés, comme ça au moins on est bon et on s'embête pas avec ça. Il y a rien de méchant et de toute façon je vous mettrai je passerai le repo en public pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va définir un header. On va commencer par ça. Donc dans notre header, ce qu'on va mettre, ça va être un bouton de logout. Ça va être un bouton de logout. Ça va être un titre et les utilisateurs. Alors, est-ce qu'on va faire ça en premier ou est-ce qu'on va plutôt définir notre... Ouais, on va faire ça. Hop. Donc, un header .tsx. Hop. Pareil, je vais faire pas mal de gros copier-coller. Ouais, effectivement, ce sera peut-être plus intelligent de commencer par notre data. Ce sera peut-être plus sympa, mais en même temps, mes types sont pas encore générés, donc non, on va plutôt faire comme ça. Donc, pas de souci, pour l'instant, on va commenter ça. On va commenter ça parce que du coup, j'ai pas encore mon contexte. Et ici, hop, pareil, on commente. Et voilà, on remettra ça plus tard. Dans mon app, du coup, maintenant, je vais pouvoir récupérer ici et afficher mon header. Ok. Voilà, donc comme j'ai mis tout mon texte en rouge, forcément, c'est pas terrible. Mais on va améliorer un petit peu tout ça en définissant aussi un container. Hop. Enfin d'ailleurs, j'ai pas défini de container là, mais on va définir un container maintenant. Donc qui va nous permettre d'avoir simplement de mettre des petites bordures sympas à gauche à droite comme comme on veut, pardon. Tac, donc ça de cette façon-là. Donc là c'est tout collé, c'est normal, et vous voyez que là ça reste à peu près au bon endroit. Donc ça c'est juste du Tailwind pour permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Ok, donc là on a un petit bouton de sign out qui a priori va pas faire grand chose si on clique dessus, tout simplement parce qu'il n'est pas branché. Si, alors il est branché mais on n'est pas connecté donc il va rien faire. Quelque chose que j'ai oublié de faire, très important. Dans mon main, ici, j'ai pas encore créé, j'ai pas encore défini Amplify, en fait, je n'ai pas dit à mon application ce qu'il devait utiliser comme paramètre Amplify. Donc ça, on va le faire maintenant avec hop, ceci tout simplement. On va définir Amplify, hop, comme ça. Alors là, il n'est pas content parce que c'est un import de cette façon-là. Et notre AWS config, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'équivalent d'un Firebase config qui est donc dans notre AWS export qui est ici et qui définit en fait l'intégralité de notre projet. Donc pour l'instant il n'est pas mis à jour forcément parce qu'on est encore en train d'update notre DAC. Mais celui-là il va se mettre à jour. Donc on configure ça. On va en profiter pour configurer aussi les toasts. Comme ça, ce sera fait. Donc ça, très facile à faire. Je vous recommande cette petite lib, elle est très sympa. Et tant qu'on est là, en fait, en réalité, on va pouvoir attaquer gentiment notre contexte. Mais ça m'embête un peu d'attaquer le contexte. On ne va pas attaquer le contexte tant qu'on n'a pas de data. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va du coup mettre en place notre... on va pouvoir mettre en place notre bouton pour créer une tâche. Hop. Donc ici, quand je crée ma tâche, j'ai mon petit dialogue qui apparaît dans lequel je peux taper et créer ma tâche. Donc ça, on va pouvoir faire un petit peu d'UI en parallèle pendant que ça termine de se publier. Donc, comment on va faire ça? C'est simplement, ça va pas être bien fou, on va simplement se créer un bouton.
va simplement se créer un petit bouton, alors pas ici, mais dans notre app, dans notre container, parce qu'on a envie de garder notre petite marge sympathique. Donc c'est un bouton qui vient de mon UX, qui togglera ça, ça va venir de Hero Icons, comme je vous avais dit, un truc bien sympathique. Et là-dedans, donc on va avoir on va pouvoir créer en fait un state open pour définir si notre dialogue il est ouvert ou fermé. Et on va utiliser un petit toggle dialogue histoire de ne pas avoir à faire une définition de fonction à l'intérieur de notre render, ce qui est jamais forcément une excellente idée. Voilà. Et ensuite, par rapport à ça, on va pouvoir créer notre petit dialogue. Donc, hop, je vais faire beaucoup de copier-coller, hein. Hop, vous m'en voulez pas. Donc, le dialogue, ça va être en fait, au niveau de l'UX, ça va être simplement un dialogue qui est en fait le composant que je vous avais défini ici, qui définit comment va se comporter le dialogue, comment on l'ouvre, comment on le ferme, et comment il met un backdrop filter, ce genre de choses. Et là, à l'intérieur, je vais simplement mettre un formulaire avec qui va définir quand on va le créer, qui va appeler une fonction. Et en fait, c'est à peu près tout, hein. Ça ne va pas faire grand chose de plus. Un petit format sur la date. Par défaut, il créera toujours le username de l'utilisateur qui est connecté. Et il créera toujours en to-do pour le statut. Donc, la seule chose, c'est que ça, pour le moment, eh ben, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas encore le back qui est disponible. Pareil, mon user context, je vais pas pouvoir taper dessus parce qu'il n'existe juste pas. Donc normalement là ça me permet de virer ça. Et donc là, mon dialogue, je peux l'utiliser maintenant. Je peux utiliser mon dialogue. Et du coup, je retourne dans mon app. Et dans mon app, en fait, j'ai simplement en bas de mon composant à définir cela. Tac. Et donc là, si je vais ici, pouf, j'ai bien ce que je voulais. Ça c'est cool. Bon, ça, je vous cache pas que ça m'inquiète un peu parce que ça prend un petit peu trop de temps par rapport à ce que c'est censé faire pour le déploiement. Donc j'espère qu'on va s'en sortir quand même. C'est peut-être Twitch qui est en train de me bouffer toute ma bande passante. Et ok. On va quand même continuer gentiment à mettre en place notre UX et puis on va prier pour que ça se fasse comme il faut, sinon ben, on pourra pas aller jusqu'au bout si ça se déploie pas. Ok, Next. Next, alors du coup, ce que je veux en dessous, c'est créer des colonnes comme il faut. Donc la stratégie que je vais utiliser, ça va être de créer en fait un composant wrapper qui va simplement wrapper en fait mes colonnes. Donc voilà, celui-là, je vous montre, il est excessivement simple. C'est quelque chose qui est un composant qui va display le children et qui va prendre un titre, ni plus ni moins. Et ça me permet du coup maintenant de définir en dessous de mon bouton, d'aller me définir en fait mes colonnes, tout comme il faut. Hop. On va enlever pour l'instant ça, parce que je peux pas encore le faire. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc là, on a maintenant nos petits colonnes to do, started et done. Et c'est beaucoup trop long pour ça, parce que là, on va vraiment finir par plus avoir de choses possibles. Et les builds ont cassé, donc c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Les joies du direct. Allez, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ok, donc ça c'est pas un problème dans la théorie. Ok, donc non, ok, pas de souci. C'est juste qu'il a essayé de déployer avant qu'on ait créé des choses et donc il n'avait pas le AWX export. Normalement, ok, ça devrait pas être un problème ça. Et la bonne nouvelle c'est qu'il a fini. Donc maintenant j'ai un nouveau dossier qui est apparu avec qui est marqué GraphQL.
et qui me permet d'avoir mes subscriptions, mes queries, mes mutations. Donc ça c'est cool, on va pouvoir pousser un peu tout ça en ligne, voir si quand on relance le pipeline si ça passe, parce que ça m'intéresserait quand même pas mal que ça marche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire un git add all, git commit, hop, et un push. Donc là on voit que je push, et normalement si tout se passe bien, on va croiser les doigts, il devrait relancer automatiquement mon build. Donc là c'est lancé, donc il l'a détecté, il est en train de le provisionner, il va lancer le build, et il redéploiera. Normalement, il a déjà déployé tout mon back-office, donc je peux déjà l'utiliser. Simplement là il va en plus déployer, enfin il va mettre à jour mon back-office s'il y avait des changements, mais là il n'y en aura pas, donc ça devrait aller relativement vite. Et par contre il va redéployer tout mon front, qui va être à l'état dans lequel on est aujourd'hui, donc normalement je devrais avoir ça maintenant de display. Ok, maintenant qu'on a tout ça, donc là c'est cool parce que maintenant on a notre back-end qui est disponible. Donc maintenant qu'on a un back-end disponible, le premier truc qu'on va se faire, ça va être de créer notre authentification. Ouais, on va faire ça. On va se créer notre authentification. Pour faire ça, alors il me semble que j'ai oublié un petit truc par contre dans... Yes, j'ai oublié ici d'importer des styles. Hop, il me manque pour Toastify et pour AWS Components les fiches de style, hein, c'est les feuilles de style, pardon, c'est rien de bien méchant. Et ensuite, dans l'app, et c'est là où vous allez pouvoir voir et vous rendre compte de la puissance de cet outil, c'est que maintenant, pour rajouter une authentification, enfin toute la partie authentification à mon composant, enfin à mon application, pardon, et ben je peux utiliser un HOC, donc un Higher Order Component pour with authenticator, pardon, hop, et je wrap l'intégralité de mon app et c'est fini. C'est fini. Et là maintenant, si je reload ma fiche, et ben je suis branché. C'est vraiment tout ce qu'il faut faire. Si je signe in, bah forcément ça marche pas, mais je peux créer mon account. Enfin là, ça va être fonctionnel. Ça va concrètement être fonctionnel. Euh, Tout ça, c'est complètement customisable évidemment. Là, j'ai utilisé le style d'AWS par défaut, mais tout est customisable à volonté. Vous pouvez même recréer complètement vos composants from scratch. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, ça marche comme ça. Mais si j'avais utilisé les euh, providers pour utiliser de l'authentification Facebook, Google ou autre, et ben en fait, il aurait aussi créé automatiquement les flows en fait de connexion avec ces providers. Donc c'est quand même assez puissant et très pratique. Ok, donc maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir passer un petit peu sur la partie data qu'on avait laissé de côté un peu tranquillement. J'hésite à me créer directement. Allez, créons-nous un compte pour vérifier que ça marche. Hop. Hop. Et pouf, normalement je devrais recevoir un mail sur mon adresse. Yes, c'est arrivé. J'entre mon code de confirmation. Et là, on prie pour que mon lambda marche tout de suite. Il a l'air. Donc là, on est connecté. Mon bouton sign out de tout à l'heure, on va y retourner parce que du coup, maintenant, c'est un peu plus intéressant. Il utilisait en fait la librairie host qui est donnée par Amplify. Et du coup, j'ai simplement à faire un host.signout. Et je suis sign out. Sign in, sign out. C'est vraiment, là pour le coup, on est sur quelque chose de très simple. Ok, donc maintenant ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir passer un peu à la partie data, récupérer des informations et la mettre un peu en place. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par les services, tiens. On va commencer par les services, c'est le plus bas niveau qu'on a, c'est ce qui va interagir directement avec Amplify. Donc récupérons nos services. Alors, pareil, je vais tricher, hein. Pas prendre trop de temps là-dessus. On va juste passer à travers gentiment. Ok, donc là j'ai deux services, donc j'aime bien me créer un service par modèle.
Et donc par exemple, on va commencer par user qui est un peu plus court. Qu'est-ce que j'ai? Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai plusieurs trucs. Donc les users, tout ce que je vais faire, c'est récupérer la liste des utilisateurs. Je vais a priori rien faire d'autre. Donc je définis un getListUsers. Là, j'utilise la librairie API qui est fournie par AWS Amplify, dans lequel je vais pouvoir passer une requête GraphQL avec la query que j'ai envie de faire, euh, query qui est automatiquement générée. Donc ça a été généré pendant que j'ai pushé mon environnement tout à l'heure. Donc dans GraphQL, ici j'ai eu l'intégralité de mes mutations, queries et subscriptions. Donc en fait cette query elle existe déjà, donc je peux aller la voir, je peux en créer des customs, je peux faire un peu ce que je veux maintenant avec ça. Mais là disons que j'ai une query qui est complètement typée, donc je peux aller un peu regarder ce qui se passe si j'ai envie d'avoir un petit peu les filtres que j'ai le droit de faire. Je peux aller voir dans api.ts, je vais pouvoir faire ça avec mon username, faire des OR, enfin bref. Je vais avoir vraiment l'intégralité des possibilités que je peux avoir directement sous les yeux. Donc ça c'est hyper pratique. Euh, donc je récupère ça et ensuite bah, je le renvoie. Ici je m'attends de toute façon soit à avoir un résultat, soit à failer. Donc du coup ça sera soit une erreur, là ce que je vais retourner ici, ça sera soit une erreur, soit une promise de. Enfin ça une promesse de soit une erreur, soit un user type. Un autre truc que je fais ici, c'est que le type qui est généré automatiquement par Amplify, c'est celui-là. Celui-là, il me gêne un petit peu. C'est pas, moi, celui-là, je l'aime pas beaucoup, pour une raison assez simple, qui est que bah, en fait, comme sur mon schéma qu'on a défini tout à l'heure, j'ai dit que le username était obligatoire, et ben il le traduit en fait en termes de TypeScript que mon username est obligatoire. Ce qui est vrai. Du coup, c'est complètement vrai ce qu'il me dit là. En revanche, moi, quand je manipule de l'information qui vient d'une API, c'est en général une bonne pratique de pas faire confiance et de pas dire ce que je reçois c'est ce modèle et j'en suis sûr. C'est toujours bien d'avoir un petit doute. C'est pour ça que ici je me redéfinis en fait un user type qui est en fait un partial de user. Donc ça c'est simplement pour ceux qui ne sont pas hyper à l'aise en TypeScript, ça me permet en gros de mettre un point d'interrogation devant tout le monde sur mon objet. Donc comme ça au moins je suis sûr que quand je vais utiliser ce qui ressort de getListUser, eh ben, je serai obligé de vérifier que je ne suis pas undefined. Disons que ça sera une possibilité sur n'importe quel field, ce sera une possibilité d'être undefined et dans ce cas de bloquer tout ça. Okay. Au niveau de mes tasks, je fais pareil, donc je crée un task type que je mets en partial. Et bah, je ne vais pas forcément détailler, il n'y a rien de passionnant ici. Je me crée simplement des petits helpers, des petits services dans lesquels j'envoie donc là un titre, un honneur, un statut. Je crée mon input. Pareil, encore une fois, tout ça, ça a été typé grâce à Amplify. Hein. J'insiste peut-être pas assez là-dessus. Mais tous ces types qui me disent exactement ce que je suis censé mettre dans mes queries, tous ces types, ils sont définis par Amplify à la génération de mon API. Donc ça, c'est quand même excessivement cool. Je suis sûr de ne pas faire d'erreur en fait quand je vais utiliser mon API. Donc là, j'appelle mon own opération, je la create et on est content. Pareil, list, delete task et update task statut pour pouvoir changer le statut de to do à started à done. Donc voilà. Là, j'ai mes petits services, ils sont bons. Normalement, ça peut pas mal marcher ça. Ensuite, je vais me créer des hooks. Donc de la même façon, hein, je vais tout copier comme ça. Mes petits hooks. Putain, il ne me l'écrit pas au bon endroit, mais ça va le faire. Mes petits hooks. Ok, donc là il est pas content parce que, comme je vous disais, on peut utiliser ce qui a été créé automatiquement par Amplify, mais c'est aussi complètement possible de créer des requêtes en fait custom. Après, c'est juste un endpoint GraphQL, il faut garder ça en tête, c'est juste un endpoint GraphQL. Il n'y a donc pas vraiment de problématique à faire ce que vous voulez en fait sur cette API. Moi, j'ai défini en fait des subscriptions custom qui font pas exactement pareil. Mais parce qu'en fait ça m'enlève les paramètres. Sinon en fait celle qui est générée automatiquement par euh, les subscriptions générées automatiquement par Amplify en fait demandent des paramètres, enfin des filtres qui vont être en fait sur le username, sur quand est-ce que ça a été créé, tout ça. En fait moi j'ai envie de tout récupérer en fait et d'avoir un event à chaque fois. Donc ce qui n'est pas forcément normalement le cas de figure de prod le plus classique, de récupérer l'intégralité de la DB.
Donc c'est pour ça que le défaut n'est pas comme ça. Mais là, pour notre exemple aujourd'hui, ben, je préfère en fait avoir une subscription sans filtre qui me dit ben, en fait récupère tout. Euh, voilà. Donc là j'ai tout ça. Donc là je suis content. Je vais retourner donc dans mes hooks pour vous montrer maintenant ce qu'on fait. Dans mes hooks. Dans mes hooks, qu'est-ce que je vais faire? Mes hooks, ils vont gérer un state. Donc c'est pour ça que j'ai séparé mes services qui eux vont vraiment pas être liés à React et donc ne peuvent pas avoir de state par définition. Et mes hooks qui eux sont dans du React mais vont gérer un state. Ça reste une interface donc dans laquelle je vais pouvoir faire un peu plus de choses. Euh, Pourquoi ils sont utiles? Ils sont utiles notamment pour faire de la subscription. La subscription, c'est un peu compliqué de la faire directement dans le service parce que justement la subscription c'est des events qui viennent qu'il faut écouter, enfin c'est un peu plus et qui doivent être ajoutés sur un state actuel, donc ça implique en fait la notion de state. Et à partir du moment où vous impliquez la notion de state, c'est compliqué d'exporter ça dans un service. C'est pour ça que j'ai fait le choix ici de mettre, de passer tout ça en fait directement dans un hooks, enfin dans des hooks en fait. Je vais avoir un hooks pour les tasks, un hooks pour les users. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Simplement une liste utilisateur qui a des user type, un loading, un error et une référence pour unsubscribe parce que je vais avoir une subscription qui va être mise en place. Mais j'ai envie que cette subscription elle soit effacée soit quand je demande un refetch pour réinitialiser tout ça, soit quand simplement je déconnecte mon hook. J'ai pas envie d'avoir des subscriptions qui traînent et qui me mangent toute la bande passante. Enfin, ça serait un problème de performance. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de cette référence. Là, j'ai un query user pardon, qui récupère la liste de mes items avec le user qu'on a défini tout à l'heure. Rien de fou. Et ici, une subscription qui simplement utilise l'API qui vient d'Amplify, encore une fois, hein, pas de surprise, et qui, avec lui, en fait, peut créer dans l'opération, en fait, au lieu de passer une query ou une mutation comme on a vu, ici, en fait, on va passer le nom de notre subscription. Une fois qu'on a défini ça, on peut subscribe. Et quand on a subscribe, on va avoir du coup une fonction next qui va être appelée à chaque fois qu'il va se passer quelque chose. Et la traiter, en fait, traiter ce nouveau record qui est envoyé dans notre application. Et donc là, moi, tout ce que je fais, c'est que je vérifie que j'ai un username. Et si j'ai un username, je rajoute en fait à mon state de user ce nouveau username, tout simplement. J'ai ma petite fonction subscribe qui tape ma référence pour aller unsubscribe. Et simplement un fetch user list que j'expose au cas où si j'ai encore une fois envie de refetch à la mano, ce qui va être le cas en fait, je vais avoir envie de faire ça si j'ai des événements de sign-in qui apparaissent. Et voilà, rien de fou là-dessus. Et je vais faire exactement en fait pareil pour mes tasks. Je vais faire exactement pareil pour mes tasks. J'ai ma query task qui est ici. Sauf que ici, vous voyez, j'ai 3 subscriptions parce que je vais écouter les nouveautés, les updates et les deletes. C'est pour ça que j'ai plusieurs subscribes. Donc pour info, ça, on aurait pu complètement l'exporter malgré tout dans des composants custom avec, enfin, qu'on aurait pu en fait éviter un peu cette répétition ici. Pour la simplicité de l'application, ça nécessitait pas forcément ça, mais c'est quelque chose qui est complètement faisable. Et donc j'update mon state en fonction de ce qui se passe en termes de delete, d'update et de create. Et derrière, je vais simplement exposer ma liste des tâches, mon loading, mon error. Ok. Ok, la dernière étape qu'il faut que je fasse, c'est mon contexte. Une fois que j'aurai mon contexte promis, là on est bientôt sur la fin, parce qu'une fois que mon contexte il est bon, on a plus ou moins fini. Mon contexte, qu'est-ce que j'expose? Je vais exposer mon username, je vais avoir un petit state de loading, et ensuite le résultat de mes hooks. Donc là, malicious user, loading error, fetch new user. Pareil pour les tasks. Et voilà, simplement je vais faire ça. Donc là, pour exposer mes hooks, je les appelle simplement ici, je les définis en fait mes hooks dans mon contexte. Comme ça, j'ai un seul endroit où c'est fait. Et ça, je sais que ce qui va être envoyé et exposé via mon contexte, déjà je l'expose une fois, donc je suis sûr de pouvoir utiliser ça à travers toute mon application avec un minimum d'effort. Et je suis sûr que normalement cette liste elle reste à jour parce que toute ma logique de comment je fais pour rester à jour est en fait encapsulée dans mon hook. Ça c'est plutôt pas mal et ça permet de simplifier mon contexte avec
uniquement ce qui m'intéresse ici, qui est en fait capter les événements en fait de sign in, sign out. Donc là, dès que je vais monter mon composant, je vais appeler une première fois je vais setuper en fait mon hooks, en fait je vais en initialisant mes users et tout ça. En updatant mon username, donc j'ai ma petite fonction de username qui va taper encore une fois sur Amplify sur l'os et qui va permettre de taper tout ça et de me mettre à jour. Et ensuite, il y a un nouveau truc exposé par Amplify qui est le hub qui permet d'écouter des événements spécifiques. Donc là, je vais écouter les événements d'authentification. Et en cas d'événements d'authentification, simplement trigger mon reset de ce state en fait de mon application. Et j'oublie pas d'unsubscribe une fois que j'unmount, mais en même temps, si vous unmount, si tu unmount le contexte qui est à la racine de ton app, a priori, c'est que ton app est fermée et tu n'as plus beaucoup de listeners en cours. Mais bon, toujours une bonne pratique malgré tout. Ok? Donc, on est bon avec tout ça. On est bon avec tout ça. Ce qui va nous manquer maintenant, c'est simplement de wrapper notre application dans notre contexte pour qu'elle soit accessible pardon, à travers l'intégralité de notre app. Hop. Forcément, ça ne marche plus si tu n'es pas importé. Hop. Ok. Et donc maintenant, notre application, normalement, elle va avoir accès à un peu tout le monde. Donc ça, c'est cool. Il ne nous reste plus qu'à ajouter simplement notre carte, notre composant card pour les tâches. Donc qu'est-ce qu'on a ici, on va se rajouter un petit composant task ici, enfin task card. Rien de fou ici, donc je vais pas détailler, c'est simplement on récupère donc le username dans le contexte. Un petit loading, mais je suis pas sûr. Si, on va s'en servir pour que pendant que l'update est en train d'être fait, on ne se laisse pas le droit de recliquer encore sur nos boutons. Un handle delete qui permet de delete simplement notre task. Et donc ce qui se passe, c'est que là, ici, on appelle simplement notre service qu'on a défini tout à l'heure, donc c'est pratique. Là, on a exporté la logique métier, elle est plus enfin la logique justement API, elle est plus du tout à cet endroit-là, donc là c'est plutôt simple. On appelle des toasts au cas où s'il se passe des choses bien ou pas bien, donc très simplement. Ensuite, on avait la flèche pour aller vers l'avant, donc on peut pas aller vers l'avant si on est en done. Par contre, le nouveau statut, si on est en started, ça devient done, et sinon, ça veut dire qu'on était en to do, donc on passe en started. On update la task, encore une fois, avec les services qu'on a créés tout à l'heure. Backward, même logique, sauf que forcément on n'a pas le droit d'aller backward si on est en to do, et on passe en done on passe en started depuis done et sinon en to do. Les petits toasts au cas où. Et ensuite c'est simplement un peu du X pour mettre ça en forme, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Pas besoin de détailler ça. Maintenant, on va les faire apparaître, ces petites choses sympathiques. Comment on va les faire apparaître? On va simplement aller dans notre app ici, et on avait dit qu'on voulait les faire afficher grâce à des enfants, donc c'est là où bon, ça serait peut-être mieux encapsulé autrement. C'est pas forcément très grave. On va faire ça comme ça. Hop. Donc là, forcément, je demande des hooks qui n'existent pas. Donc là, on a besoin de notre contexte d'application parce que c'est elle qui connaît en fait la liste des tâches. Donc j'importe mon contexte. J'ai accès à mon hooks de liste de task, pardon. Hop, ici, je choisis l'enum qui va aller bien et j'importe aussi ma task. Ok, donc ça c'est good. La to-do, la started et enfin la done. Et on est bon. Si j'ai pas oublié des trucs, normalement ici c'est bon. Si, j'ai forcément oublié des trucs, donc forcément là on n'a pas de task, hein, donc ça c'est pas forcément inquiétant qu'on ait rien. En revanche, ce qui est plus inquiétant,
c'est que mon add a priori n'est branché nulle part, donc je peux faire bien ce que je veux ici et il va pas se passer grand chose a priori. Ouais, le bouton il est même pas branché. Donc on va aller reprendre ce petit bouton. On va reprendre ce petit bouton qui était a priori... non, pas le bouton, on va reprendre le dialogue. Le dialogue qui était add test dialogue. On avait commenté pas mal de petites choses tout à l'heure. Et ben on va simplement les décommenter. C'est simplement ce qu'on avait commenté, c'était les types qui descendaient de notre API, le contexte et la possibilité, forcément, le service pour ajouter une tâche, parce que c'est ça qu'on est en train de faire là maintenant. Si tout se passe bien et on croise les doigts pour que ça soit le cas, et ben il se passe rien. Du coup, hop, on va aller un peu voir pourquoi ça se passe pas bien. On va peut-être juste un peu reload parce que j'ai changé pas mal de choses quand même. Ok, donc ma tâche a été créée. Elle apparaît ici. Donc ça, c'est déjà plutôt bon signe. Donc j'ai pas de problème dans la création de ma tâche. En revanche, peut-être que j'ai un souci. Oula, j'ai l'air d'avoir un souci dans ma subscription. Ok, donc a priori j'ai un souci parce qu'il n'a pas été initialisé. Il n'a pas été initialisé. C'est une bonne question de pourquoi il n'a pas été initialisé. On va aller voir un petit peu ce que j'ai mal fait. Oui, c'est assez étonnant. Module applied for subscription. Dans la théorie, ça devrait être fait à partir de ici dans la configuration de notre index. Et j'ai pas besoin normalement de configurer un PubSub en plus. On va quand même le faire, histoire d'être sûr que c'est pas ça qui pose problème. Tac tac tac, PubSub, ok. Et il est toujours pas content. Et ça m'arrange pas parce que je sais pas exactement pourquoi. Tac tac tac. Bah écoutez, on va aller un peu voir quand on est Google ensemble. Bah, c'est pas la première fois que je le cherche apparemment. Hop, je vais me mettre sur Twitch. Hop, je regarde un petit peu ce que vous faites sur le Twitch. Non, c'est bon, vous êtes encore là. Ok, cool. Tuk tuk tuk. Normalement, le sub ici est bon. La configuration ici, c'est pas ça normalement le problème. Plus ou moins sûr que ça, c'est pas le souci qu'on a aujourd'hui. C'est fort dommage parce que c'est la seule piste qu'ils ont. La doc Amplify, a priori, va rien me rajouter. C'est pas très sympa ça. C'est pas très sympa. Alors j'ai dû faire une erreur quelque part, hein, a priori. Et l'autre quand même si je viens de le refaire, donc il y a peu de chances que ce soit ça. Alors est-ce que j'ai peut-être une erreur plus haute? Non, il est vraiment juste pas content du tout. Alors il n'arrive pas à me subscribe à new user, new task, update task, donc il arrive vraiment à subscribe à rien du tout. Ça c'est pas très sympa. Ça c'est pas très sympa. Là, est-ce que tu y arrives? Toujours pas forcément. Ok, alors ça descend directement ici. Alors est-ce que ça serait dans ma config? Que j'aurais pas activé dans Amplify. Normalement, mon back est complètement setupé. Là, j'ai normalement plus rien à faire de ce côté-là. Normalement, j'ai plus rien à faire de ce côté-là, ce qui est du coup plutôt étonnant. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, ajouter ça quand même.
Euh, Aide V1, on va dire, paf. Ok, comme ça se déploiera gentiment en parallèle pendant qu'on cherche ce qui s'est mal passé. Hop, sur AWS, qu'est-ce qui se passe? Donc la prod est toujours cassée, mais ça c'est pas trop un souci vu qu'on avait dit tout à l'heure que c'était cassé. Tout à l'heure, le build de dev en tout cas était passé tout à l'heure. Donc ça là-dessus on est content. Hop. Et on va du coup juste merger la prod. Comme ça au moins je vous aurais montré ça. Hop. Bon normalement hein, on va pas se mentir, ça se fait sur GitHub de façon propre. Là on va faire ça rapidement. Et on revient vite fait sur la dev. Ok. Pourquoi il est pas content? Pouf pouf pouf. Si normalement on est bon là. Ok. Et en plus il les a, je sais pas pourquoi. Hop, il a juste été perdu un petit moment. Mais a priori il va retrouver tous ses petits. Ok. Alors, si je vous écoute, mais pas de façon hyper active, concentré. Ok, on peut effectivement aller faire un petit tour dans le network. Ça me dira peut-être des choses plus sympas. Mais alors, network pour les WebSockets, autant te dire que moi, je suis pas un grand fan. J'ai toujours cette erreur, hein. C'est probablement juste un truc en plus, juste une petite, un tout petit truc de setup. Alors, si on refresh ça, on va essayer de voir un petit peu les sockets. Yes, yes, yes. WebSocket. S'il ne fait que ça, c'est pas la folie. Super, merci de l'info. Ouais, j'ai pas beaucoup d'informations que je qualifierais d'explicites ici. Pas beaucoup d'infos que je qualifierais d'explicites, malheureusement. Un, un, un. Bah, si, il y a forcément a priori une conf qui me manque quelque part. Je suis bien d'accord avec cette théorie. Mais manque de bol, normalement toute la configuration en fait se passe à cet endroit-là. Et ici, bah, à partir du moment où je configure la partie projet, il va voir qu'il y a une API sur ce projet. Et, et normalement, il est censé à ce moment-là complètement s'en sortir. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce que j'aurais pu faire mal ailleurs. Donc, on se remet sur la console histoire de juste ouais, voir si quand je change des trucs, s'il y a des choses qui pètent. Ouais, faire ça si vous voulez, on peut aller voir un petit peu. On peut aller voir un petit peu donc sur la console. Donc c'est pas mal, ça me permet un peu de vous montrer ça. Au pire, ça sera toujours ça de fait. Dans Backend d'environnement, je peux aller checker un petit peu. Hop, et un petit bug de Amplify, enfin de AWS plutôt. Ici, l'API, il va me dire ben, où est mon API. Je peux l'avoir dans App5 ou sinon je peux aller voir dans DynamoDB directement mes data sources. Donc pour aller voir le PubSub directement, je peux aller taper dans App5, voir les schémas, les data sources, tout ça. Mais en fait, à vrai dire, je vais pas y voir grand-chose ici. Je vais pas y voir grand-chose, déjà parce qu'il faut que je me log et que... Bah, comment ça, je vais pas... Ah! Alors effectivement, il y a quelque chose de bizarre. Effectivement, il y a quelque chose de très bizarre, c'est que j'ai pas de schéma ici. Tchouk, tchouk, tchouk.
Alors, qu'est-ce que j'ai raté pour qu'il n'ait pas déployé App5 comme il faut? Parce que là, pour le coup, normalement, on est bon. Euh, Normalement, on est bon. Alors, est-ce qu'il aurait juste pas fini de déployer et c'est juste pour ça que... Mais c'est étonnant parce qu'en fait, il a accepté malgré tout. Déjà, mon lambda, il a pu créer l'utilisateur, même si là, tout de suite, on le voit pas, mais ça, on peut a priori le faire apparaître. Je suis assez serein sur le fait que ça va marcher. Tac, tac, tac. Donc, par exemple, on peut aller s'afficher dans le header. Pou, pou, pou. Dans le header, qu'est-ce que je fais ici? On va s'afficher gentiment ça. Et oui, donc c'est bien ce qui me semblait. Mon user ici, il a bien été créé. Ma tâche, elle a bien été créée. Je suis plus ou moins sûr que si je fais des trucs, ma tâche, elle est delete. Donc c'est vraiment juste le pub/sub. Oui, oui, j'ai bien compris que c'était ma WebSocket qui veut pas, hein. J'en suis au même point. Non, non, l'erreur est relativement explicite sur le fait que c'est vraiment mon WebSocket qui fout la merde, mais le problème c'est que dans la théorie, le WebSocket il est pas du tout, enfin il est vraiment déployé exactement en même temps que l'API, donc il a vraiment pas de raison de se comporter différemment. Alors on peut effectivement aller voir sur le schéma qui a été généré, et dans le schéma généré j'ai bien un onCreateUser. Donc j'ai bien mon onCreateUser. Donc en fait mes subscriptions elles existent, elles sont créées. Elles existent. Par contre, là où c'est vraiment bizarre, c'est que je vois pas mon schéma dans App5. Et ça, c'est pas normal, et je pense que c'est l'erreur vient d'ici. Euh, Ah non, en fait, non, c'est juste que j'étais pas connecté. Ok, bon, j'ai rien dit. Pardon. J'ai rien dit. En revanche, alors est-ce que ça serait pas de là qu'il y a un problème? Non, j'ai le droit de read si je suis en user pool, donc normalement il n'y a pas de souci. En tout cas, j'ai mes subscriptions ici. Pardon. Mes subscriptions ici. Et tac tac tac. Donc normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire parce que là, il connaît complètement mon schéma. Ouais, il y a plusieurs pages, ouais, dans ta limitation, les queries. C'est pas forcément le truc le plus simple du monde. Je suis clairement plus fan de Apollo. Mais bah forcément, tu es sur AWS, donc tu as un petit Vanderlock et tu fais avec ce qu'il te donne. Ok. Hum. On va faire comment? Essayer de lancer une subscription là-dessus. Mais là, il va me dire interdit a priori parce que je suis pas connecté. Parce que c'est un peu relou de se connecter depuis ici. Mais le truc, c'est que ça marche, quoi. Là, il me dit juste que je suis unauthorized. Mais ça, c'est normal, ça, je m'y attends, vu que je suis connecté avec l'IAM et que ça, je peux pas vraiment m'y connecter. Enfin, il faut que je le fasse. Hop. Faut que je me log et c'est un petit peu compliqué. Remarque. Hop, on va essayer. Je sais pas si celle-là elle est bonne ou pas. Non, ça. Hop. Touk touk. Et on est là-dedans. Ok. Et donc maintenant, je m'ajoute ma subscription sur une crate de task par exemple. Crate les tasks de Yann. Et on va un peu s'afficher tout ce qu'on peut parce que pourquoi pas. Et voilà. Et là j'ai subscribe. Donc là il y arrive en fait. Depuis App5 il y arrive. Donc c'est assez étonnant. C'est vraiment un problème de configuration côté front. C'est vraiment un problème de configuration côté front. Donc c'est assez étonnant qu'il me laisse pas me connecter.
Si, je pourrais lancer un debug, mais en vrai, on va peut-être pas se lancer dans un debug. En réalité, ça doit être vraiment une config toute pourrie que j'ai oubliée. Donc on va pas forcément passer plus de temps là-dessus, c'est pas hyper intéressant. L'idée c'était vraiment de vous montrer, parce qu'en réalité si le WebSocket il marche, bah, vous allez avoir tout simplement les cores. Vous allez avoir tout simplement ce que vous avez vu dans l'appli de démo, hein. C'est juste, il n'y a que ça qui manque et le reste ça va marcher. Ce qui est intéressant par contre de voir, c'est que là ça a été déployé à mon push sur dev, c'est bon, ça a été déployé. Ici je vais pouvoir utiliser ce que j'utilisais quand j'étais en local, parce qu'en local je tapais sur mon environnement de développement. Donc là normalement je peux me sign in et ça va le faire. Sauf que du coup j'ai dû déployer. Ouais, bon, ok, c'est pas forcément super grave. Task, on va y écrire task, hop, et ça marche. Donc en fait, il suffisait de redéployer, donc on a cherché beaucoup trop pour rien du tout. Hop, allez, tiens, allez vous amuser là-dessus. Donc en fait, c'est bon, il y a tout qui marche. Simplement, il n'avait pas fini de déployer, je pense. Il n'y a rien de méchant. Le seul fait de redéployer a suffi. En tout cas, maintenant, il déploie aussi côté prod, parce que j'ai mergé sur ma prod, et donc c'est parti. Et du coup, bah, on a un peu tout ce qu'on voulait en fait au départ. On a effectivement nos systèmes de sign-in, sign-out. Chaque personne a le droit d'utiliser et de manipuler en fait ses propres tâches. Donc là, c'est bon, ça fonctionne de façon correcte. Et on peut, bah, enfin voilà, en fait, on peut faire ce qu'on avait prévu. Donc là, on a réussi en 1h50 avec les explications, mais quand même pas mal de copy-paste, on va pas se mentir. Ce serait pas un émulateur local pas lancé? Enfin, je sais pas honnêtement. Je sais pas. Je suis presque sûr que si je le relance maintenant et que je reload maintenant, ça va marcher. Allez, je tente le diable, on y va. Et je vais reload complètement notre ami. Hop. On va même carrément le fermer. Le reload. Non, effectivement, non, il y a effectivement un souci de ce côté-là, hein. Donc il y a un truc qui se passe pas bien en local. J'avoue pas comprendre quoi. J'avoue pas comprendre quoi, mais bon, ça marche sur la prod, donc on va dire que c'est pas trop grave. Et en tout cas, maintenant, je peux jouer un peu comme je vais. Et on voit bien que ça marche parce que du coup, Max vient de popper. Bonjour Max. Ok, les timer functions ne sont pas lancés par simulateur du storage, ne tourne pas en local. Mais alors là, le truc, c'est qu'en fait, je suis pas en émulateur. C'est ça le problème, Pierre, c'est que en fait, je tape pas en émulateur, je tape sur mon environnement de développement depuis mon local. Il existe enfin, c'est possible de faire de l'émulateur et du mock si on a envie, mais en fait, c'est pas ça, enfin, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ce qu'on a fait en tout cas ce soir. Puis pas la toute refactorisation. Bah oui, du coup, j'y penserai. Bon, eh ben écoutez, ça va finir un petit peu notre talk du jour. J'espère que vous avez appris deux, trois trucs. C'était assez dense, forcément, parce qu'on a essayé vraiment de faire quelque chose de A à Z. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'informations, j'en suis conscient. Si à l'avenir vous avez envie qu'on fasse un petit point, un petit talk un peu plus chill sur tel ou tel point, juste sous forme de discussion, ben n'hésitez pas, on pourra se mettre ça en place. Bah, ta WebSocket tapé sur une adresse localhost. Ah, c'est vrai ça, Malouk? Ah, je sais pas assez écouté en fait, je suis sûr que tu l'avais dit déjà. Ouais, faire un petit tour sur notre network. Eh ben oui, effectivement, j'ai une WebSocket sur le localhost. Et alors pourquoi il fait ça alors que normalement il est censé se paramétrer tout seul? Par contre, ça c'est un mystère. Ça c'est un peu un mystère, je t'avoue. Mais t'as raison, du coup, c'est juste ça. T'as raison, c'est juste cela. Bref, donc du coup, pour revenir là-dessus, donc ben, si vous voulez qu'on refasse des points un peu plus précis sur certains points, avec plaisir.
J'aimerais bien à l'occasion essayer le Amplify Studio, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, qui peut être assez cool, mais ça nécessitera que j'apprenne à faire du Figma déjà pour commencer, ce qui n'est pas gagné. Mais ça pourrait être l'objet, si ça vous intéresse, d'aller sur quelque chose de très précis comme ça. Et voilà. Donc bah, en attendant, n'hésitez pas à parler de la guilde un peu autour de vous. Si certains d'entre vous qui sont ici ont envie de partager, bah, un peu comme je viens de le faire, peut-être en un peu plus light, une telle ou telle euh, librairie, framework, langage aussi, et ben en fait on va essayer de mettre ça en place au moins toutes les 2 semaines dans un premier temps. Donc on avait pas mal parlé déjà avec Max de commencer à faire un petit comparatif. Donc on va essayer de mettre en place une petite série sur les fronts, pardon, sur les lib fronts. Donc faire un petit comparatif, essayer de construire la même application avec un coup. Attendez, je vais me remettre en grand parce que je suis un ouf. Un coup avec un coup avec du React, un coup avec de l'Angular, un coup avec Svelte. Moi, j'aimerais bien faire un petit tuto Svelte à l'occasion. Si on trouve quelqu'un de capé en Svelte, ça sera avec plaisir. Sinon, bah, je m'y collerai, mais ça sera beaucoup moins fun. En solide aussi, en solid.js, qui est un truc que je regarde un petit peu là de loin, mais que j'aimerais beaucoup essayer, en vue évidemment. Euh, et voilà, et donc ça serait assez cool de mettre ça en place. Si quelqu'un, je vise personne, Pierre, veut faire un petit talk sur React Native par exemple, et ben ça sera avec plaisir de découvrir un petit peu ce genre de choses. Pareil, j'ai jamais essayé de ROR. S'il y en a qui sont un petit peu chauds en ROR et qui veulent nous en parler, ben pareil. C'est des petits talks qu'on essaiera de rémunérer un petit peu, même si ça sera évidemment accessible gratuitement sur Twitch ou ailleurs, suivant ce qu'on essaie de faire pour la suite. Et voilà. Allez. Et ben sur ce, si vous avez envie de continuer à discuter pendant 2 minutes ou papoter, je vais popper sur le vocal mais vraiment pendant 5 minutes parce que bah, j'en ai marre de parler. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, on se recroise à l'occasion. Je passerai par Bordeaux pour ceux qui sont dans le coin. Il y a une soirée guilde le 23 août. Et courant septembre, on en fera une autre sur Grenoble et potentiellement sur Lille aussi. Allez, et bonne soirée à vous et à la prochaine.